French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Le temps presse. Le GIEC estime que nous devons drastiquement réduire nos gaz à effet de serre avant 2025 pour assurer un avenir encore vivable. Pour ce faire, les États disposent d'une panoplie d'outils pour protéger l'environnement. Ils peuvent taxer les véhicules trop polluants, interdire les emballages plastiques à usage unique, interdire la pêche ou la construction sur certaines zones protégées. Mais certains ont décidé d'aller encore plus loin. Beaucoup d'États ont inscrit dans leur constitution le droit à un environnement sain. L'Équateur et la Bolivie, par exemple, reconnaissent à la terre-mère les mêmes droits qu'aux humains. Le choix de l'Équateur et de la Bolivie est fort, car il donne un fondement juridique, un recours légal aux citoyens, pour obliger les responsables politiques à agir pour le climat, mais aussi pour attaquer en justice les pollueurs. Le message : on n'a pas le droit d'agresser la nature, au même titre qu'on n'a pas le droit d'agresser un être humain. Et si le droit environnemental se développe, encore faut-il le faire respecter. Sous la pression de l'ONU et d'ONG environnementales, de plus en plus d'États créent une justice spécialisée sur les atteintes à l'environnement. La France a initié le mouvement depuis 2021. Certains tribunaux déjà existants ont été désignés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes de leur région. Mais certains pays sont allés bien plus loin. En Nouvelle-Zélande, depuis 1996, la Cour de l'environnement dispose de juges de l'environnement, formés et entièrement dédiés à l'environnement. Le tribunal administratif pour l'environnement du Costa Rica a quant à lui le pouvoir d'arrêter sans délai des projets suspectés de porter atteinte à l'environnement lorsqu'il est saisi. L'une des mesures les plus spectaculaires sur la protection de l'environnement concerne l'agriculture. Le Bhoutan a été le premier pays à annoncer son intention d'avoir une agriculture 100% biologique, sans aucun produit chimique. Et l'État du Sikkim, en Inde, a tout simplement interdit les pesticides sur son sol. Ces 2 territoires continuent toutefois d'importer des denrées alimentaires. Côté énergie, si la France consomme aujourd'hui 25% d'électricité renouvelable, certains États produisent déjà une électricité 100% verte. Depuis les années 1970, l'Islande a ainsi choisi de miser fortement sur les énergies renouvelables, géothermie, hydraulique et éolienne. Aujourd'hui, le pays fait partie des pionniers du renouvelable, tout comme la Norvège. Toutes ces mesures fortes sont des outils que les États peuvent mobiliser pour protéger l'environnement. Chacun les utilise selon sa culture et sa géographie. Encore faut-il une volonté politique forte pour les mobiliser et agir réellement.
Le temps presse. Le GIEC estime que nous devons drastiquement réduire nos gaz à effet de serre avant 2025 pour assurer un avenir encore vivable. Pour ce faire, les États disposent d'une panoplie d'outils pour protéger l'environnement. Ils peuvent taxer les véhicules trop polluants, interdire les emballages plastiques à usage unique, interdire la pêche ou la construction sur certaines zones protégées. Mais certains ont décidé d'aller encore plus loin. Beaucoup d'États ont inscrit dans leur constitution le droit à un environnement sain. L'Équateur et la Bolivie, par exemple, reconnaissent à la terre-mère les mêmes droits qu'aux humains. Le choix de l'Équateur et de la Bolivie est fort, car il donne un fondement juridique, un recours légal aux citoyens, pour obliger les responsables politiques à agir pour le climat, mais aussi pour attaquer en justice les pollueurs. Le message : on n'a pas le droit d'agresser la nature, au même titre qu'on n'a pas le droit d'agresser un être humain. Et si le droit environnemental se développe, encore faut-il le faire respecter. Sous la pression de l'ONU et d'ONG environnementales, de plus en plus d'États créent une justice spécialisée sur les atteintes à l'environnement. La France a initié le mouvement depuis 2021. Certains tribunaux déjà existants ont été désignés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes de leur région. Mais certains pays sont allés bien plus loin. En Nouvelle-Zélande, depuis 1996, la Cour de l'environnement dispose de juges de l'environnement, formés et entièrement dédiés à l'environnement. Le tribunal administratif pour l'environnement du Costa Rica a quant à lui le pouvoir d'arrêter sans délai des projets suspectés de porter atteinte à l'environnement lorsqu'il est saisi. L'une des mesures les plus spectaculaires sur la protection de l'environnement concerne l'agriculture. Le Bhoutan a été le premier pays à annoncer son intention d'avoir une agriculture 100% biologique, sans aucun produit chimique. Et l'État du Sikkim, en Inde, a tout simplement interdit les pesticides sur son sol. Ces deux territoires continuent toutefois d'importer des denrées alimentaires. Côté énergie, si la France consomme aujourd'hui 25% d'électricité renouvelable, certains États produisent déjà une électricité 100% verte. Depuis les années 1970, l'Islande a ainsi choisi de miser fortement sur les énergies renouvelables, géothermie, hydraulique et éolienne. Aujourd'hui, le pays fait partie des pionniers du renouvelable, tout comme la Norvège. Toutes ces mesures fortes sont des outils que les États peuvent mobiliser pour protéger l'environnement. Chacun les utilise selon sa culture et sa géographie. Encore faut-il une volonté politique forte pour les mobiliser et agir réellement. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Thomas, bonjour Amandine. Hier matin, le patron de U des supermarchés était notre invité et il a dit ça. Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Et autant vous dire que ces propos, un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie, nous ont tous fait bondir. Et vous aussi, docteur, je sens que ce matin, vous allez nous priver de sucre. Oui, et vous allez vous rendre compte que ça va très vite. D'après l'Agence de sécurité sanitaire, un enfant de 8 ans ne doit pas consommer au total sur une journée, si on prend en compte tout ce qu'il mange, plus de 75 grammes de sucre. 75 grammes de sucre, c'est 12 morceaux de sucre qu'il ne faut pas dépasser sur le petit-déj, le déj, le goûter et le dîner. Et vous allez voir que ça va très vite. Et je précise qu'on ne tient pas compte du lactose qui est contenu dans le lait. Donc on va juste parler du sucre qu'un enfant va ingurgiter. Alors, on commence avec le petit-déj. Oui, un enfant qui prend des céréales du matin avec les fameux trésors de Kellogg's. Eh bien, normalement, on recommande une petite portion de 30 grammes. Sauf qu'on le sait très bien, on le voit, C'est les trop enfants... petit. C'est pas assez, ils en mangent beaucoup plus. Donc ils vont commencer la journée avec 3 ou 4 morceaux de sucre, car en réalité ça c'est juste du sucre. Et puis ils vont peut-être prendre, pour ceux qui ne prennent pas les céréales, des Nutella Biredi. Ils vont pas en prendre un, ils vont en prendre 2, parce que c'est très bon, ça se mange facilement. Tony Martin va vous les voler, il adore. Et là encore c'est 3 morceaux de sucre. Et puis pourquoi pas un bon verre de jus d'orange, parce que c'est bon le jus d'orange. Un verre de jus d'orange, je vous rappelle que c'est 3 morceaux de sucre. Donc rien qu'au petit déjeuner, un enfant aura pris 7, 8, 9, voire 10 morceaux de sucre, soit 60 grammes, et on est qu'au matin. Ça veut dire que si je vous suis, vous avez dit le max est 12, on a déjà explosé le quota quasiment avant d'aller à l'école. Oui, et ensuite à la cantine, un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il mange mal, parce que c'est pas bon à la cantine. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va manger du pain, et le pain, qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est de la... Mais oui, le pain c'est de l'amidon, et l'amidon va être digéré sous forme de glucose, et le glucose c'est du sucre. Une baguette de 250 grammes, c'est environ 20 morceaux de sucre. Et là, ils n'ont même pas pris le dessert. Oui, et quand c'est pas bon, on a quand même droit à l'école à un petit plaisir. Donc on va leur donner, pourquoi pas, un petit éclair au chocolat, aux alentours de 20-25 grammes de sucre en fonction des portions. Et puis pourquoi pas, une petite danette qui fait 16, 17, 18 grammes Mais là, de ce sucre. matin, c'est vos enfants qui ont fait les courses quand même. J'ai tout Attendez, montré à vous côté. exagérez. Bref, vous allez dire que je suis un peu le père la Oui. morale, mais les résultats sont là. En réalité, on est en train de créer une génération d'enfants en mauvaise santé qui seront les adultes malades de demain. Bon, mais mais on fait quoi ? Oui, pardon. Alors, il faut faire de l'éducation nutritionnelle à l'école, améliorer le pouvoir d'achat, car en fait, l'obésité, c'est un marqueur d'inégalité sociale, et puis prendre de vraies mesures, car en réalité, aujourd'hui, acheter des fruits et des légumes qui poussent dans la terre de façon naturelle, que la nature nous offre, ça coûte plus cher que manger de la merde sortie d'usine que les industriels nous servent. Et puis pourquoi pas Mais faire... pardon, je suis désolée, mais non. Vous achetez des pommes, en ce moment, vous faites une compote de pommes. Alors certes, il faut la faire, mais ça vous coûte moins cher que votre danette. Vous achetez un kilo de clémentine, vous avez pour 3 à 4 euros. Oui, qui peut se non mais payer oui, des oranges des à clémentines. Pilar. Non mais les pommes, par Les exemple, kiwis. vous faites une compote de pommes. Oui, les pommes, mais il n'y a pas que les pommes. Vous achetez mais- des kiwis, c'est 60 centimes l'unité. Enfin, c'est Oui, devenu oui, hyper non, mais cher il y a des d'acheter trucs fruits et chers, légumes. mais- L'idée, on parle beaucoup de grandes causes nationales. Moi, je pense que le bien manger devrait faire partie d'une grande cause nationale, parce qu'en fait, c'est l'affaire de tous et c'est la santé de tous. Moi, j'y Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Thomas, bonjour Amandine. Hier matin, le patron de U des supermarchés était notre invité et il a dit ça. Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Et autant vous dire que ces propos, un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie, nous ont tous fait bondir. Et vous aussi, docteur, je sens que ce matin, vous allez nous priver de sucre. Oui, et vous allez vous rendre compte que ça va très vite. D'après l'Agence de sécurité sanitaire, un enfant de 8 ans ne doit pas consommer au total sur une journée, si on prend en compte tout ce qu'il mange, plus de 75 grammes de sucre. 75 grammes de sucre, c'est 12 morceaux de sucre qu'il ne faut pas dépasser sur le petit-déj, le déj, le goûter et le dîner. Et vous allez voir que ça va très vite. Et je précise qu'on ne tient pas compte du lactose qui est contenu dans le lait. Donc on va juste parler du sucre qu'un enfant va ingurgiter. Alors, on commence avec le petit-déj. Oui, un enfant qui prend des céréales du matin avec les fameux trésors de Kellogg's. Eh bien, normalement, on recommande une petite portion de 30 grammes. Sauf qu'on le sait très bien, on le voit, C'est les trop enfants... petit.
c'est pas assez. Ils en mangent beaucoup plus. Donc ils vont commencer la journée avec 3 ou 4 morceaux de sucre, car en réalité, ça, c'est juste du sucre. Et puis ils vont peut-être prendre, pour ceux qui ne prennent pas les céréales, des Nutella Be Ready. Ils vont pas en prendre un, ils vont en prendre 2, parce que c'est très bon, ça se mange facilement. Anthony Martin va vous les voler, il adore. Et là encore, c'est 3 morceaux de sucre. Et puis pourquoi pas un bon verre de jus d'orange, parce que c'est bon le jus d'orange. Un verre de jus d'orange, je vous rappelle que c'est 3 morceaux de sucre. Donc rien qu'au petit déjeuner, un enfant aura pris 7, 8, 9, voire 10 morceaux de sucre, soit 60 grammes, et on est qu'au matin. Ça veut dire que si je vous suis, vous avez dit le max est 12, on a déjà explosé le quota quasiment avant d'aller à l'école. Oui, et ensuite à la cantine, un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il mange mal, parce que c'est pas bon à la cantine. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va manger du pain. Et le pain, qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est de la... Mais oui, le pain c'est de l'amidon, et l'amidon va être digéré sous forme de glucose, et le glucose c'est du sucre. Une baguette de 250 grammes, c'est environ 20 morceaux de sucre. Et là, ils n'ont même pas pris le dessert. Oui, et quand c'est pas bon, on a quand même droit à l'école à un petit plaisir. Donc on va leur donner, pourquoi pas, un petit éclair au chocolat, aux alentours de 20-25 grammes de sucre en fonction des portions. Et puis pourquoi pas, une petite danette qui fait 16, 17, 18 grammes mais là, de ce sucre. matin, c'est vos enfants qui ont fait les courses, quand même. J'ai tout montré à côté. Bref, vous allez dire que je suis un peu le père la morale, mais les résultats sont là. En réalité, on est en train de créer une génération d'enfants en mauvaise santé qui seront les adultes malades de demain. Bon, mais on fait quoi ? Oui, pardon. Alors, il faut faire l'éducation nutritionnelle à l'école, améliorer le pouvoir d'achat, car en fait, l'obésité, c'est un marqueur d'inégalité sociale, et puis prendre de vraies mesures, car en réalité, aujourd'hui, acheter des fruits et des légumes qui poussent dans la terre de façon naturelle, que la nature nous offre, ça coûte plus cher que manger de la merde sortie d'usine que les industriels nous servent. Et puis pourquoi pas faire... Mais pardon, je suis désolée, mais non, vous achetez des pommes, en ce moment vous faites une compote de pommes, alors certes il faut la faire, mais ça vous coûte moins cher que votre danette. Vous achetez 1 kilo de clémentine, vous avez pour 3 à 4 euros. Oui, non mais oui, des clémentines. Non mais les pommes par exemple, kiwis. vous faites une compote de pommes. Oui, les pommes, mais il n'y a pas que les pommes. Vous achetez des kiwis, c'est 60 centimes l'unité, enfin c'est devenu hyper cher. Il y a des trucs chers, mais... L'idée, on parle beaucoup de grandes causes nationales. Moi je pense que le bien manger devrait faire partie d'une grande cause nationale, parce qu'en fait c'est l'affaire de tous et c'est la santé de tous. Moi, Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Je vous le disais en titre, changement d'humeur, rébellion, la crise d'adolescence n'est jamais facile à vivre pour les parents. Ces comportements parfois extrêmes liés au bouleversement hormonal seraient aussi dus au manque de sommeil. C'est en tout cas ce qu'affirment des chercheurs américains d'Harvard. Alors précisément, que provoque le manque de sommeil chez les ados ? Eh bien notamment une baisse des performances scolaires, car il entraîne une réduction de la taille du cortex frontal, une zone du cerveau située à l'avant du crâne, essentielle pour la concentration et les raisonnements logiques. L'âge bête n'est donc pas une fatalité, il serait lié au sommeil. Et moins les adolescents dorment, plus ils sont irritables. En effet, une dette de sommeil trop importante affecte le circuit de la récompense, un système nerveux qui provoque la sensation de plaisir. Ce circuit affecté peut entraîner des comportements impulsifs. Alors combien de temps doivent dormir les adolescents ? Eh bien entre 8 heures et 9 heures par nuit pour un sommeil réparateur.
Or, 7 adolescents sur 10 dorment moins de 8 heures. Ces jeunes présentent 3 fois plus de risques d'avoir des comportements autodestructeurs. Ainsi, il est recommandé aux adolescents de se coucher à 22 heures en sommeil. Enfin, veillez à ce qu'ils éteignent tous les écrans avant de dormir. La lumière bleue stimule le cerveau et retarde de 45 minutes la somnolence. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Pour Mohamed Omar, chef d'une équipe de contrôleurs qui sait pertinemment que certains usagers ne donnent pas leur vraie adresse. Ça nous arrive beaucoup parce qu'ils savent qu'on n'est pas la police, donc eux ils nous mentent, on n'a rien pour vérifier, ils jouent avec ça. Contrôle à la descente du bus, ce passager n'a pas de titre de transport valable. Vous n'avez pas un document justificatif de domicile, que ce soit facture ou autre? Non monsieur, il n'y est pas, c'est pour ça que je vous le demande. Ici la personne est de bonne foi, mais sans le dispositif, elle aurait pu donner son vrai nom et n'importe quelle adresse. Stop Fraude était devenu indispensable, explique Thibaut Delettra, directeur de Keolis en Ile-de-France en charge de la lutte contre la fraude, parce que dans la moitié des cas, les amendes ne sont pas envoyées à la bonne adresse. Le contrevenant a présenté un permis de conduire qui était dépourvu d'adresse postale, mais grâce à son nom et prénom, on a pu confirmer l'identité du contrevenant et grâce à Stop Fraude, nous pourrons nous assurer que l'adresse est bien celle qui est en vigueur actuellement. La vérification est faite par un agent habilité quelques heures plus tard. Prochaine étape attendue par les contrôleurs, pouvoir vérifier l'adresse en temps réel. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. De nombreuses régions cherchent par tous les moyens à éviter le tourisme de masse cet été. Trop de monde au même endroit en même temps. Voilà ce que veut éviter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cet été. Elle s'est associée avec l'application de navigation Waze. En cas d'affluence, le GPS redirige les touristes, explique Loïc Chauvelon, directeur général du comité régional de tourisme PACA. Vous voulez aller visiter le superbe lac d'Alos, qui est en plein cœur du parc du Mercantour. Vous choisissez le parking le plus proche. Eh bien, là, on va vous indiquer que ce parking va être très fréquenté et on va vous encourager à aller vous garer légèrement plus bas, notamment dans le village. Et de là, vous avez une navette qui va vous amener directement sur le site que vous attendiez. Répartir les vacanciers préserve l'environnement et le confort des visites. Face à l'affluence sur le massif du Sancy en Auvergne, le directeur de l'Office du tourisme a mis en place une alternative. On propose un autre endroit qui s'appelle le Puy de la Tâche, qui a été réaménagé en termes de randonnée, en termes de parking, avec un petit restaurant aussi au pied, et qui propose exactement les mêmes caractéristiques. Autre initiative, cet été, le Pont du Gard lance une expérimentation pour analyser les flux de visiteurs et mieux les réguler à l'avenir. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.